Nous reprenons nos rendez-vous mensuels dans ce quart d'heure thématique et nous retrouvons une fois par mois les équipes de Clartan Associés pour passer au crible un cas d'investissement, un dossier d'investissement avec notamment le prisme de l'analyse fondamentale. C'est Marie-Lou Goueffon qui est à nos côtés ce soir, gérante chez Clartan Associés. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cet exercice d'analyse et vous nous proposez de regarder de près le dossier Essilor-Luxottica aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un grand classique de la gestion, c'est même une marque grand public, que le grand public connaît, au moins Essilor, bien sûr, un fleuron national, comme on dit, mais je pense que c'est important quand même de comprendre ce qu'est devenu le groupe, notamment ces dernières années, et comment est-ce qu'il s'est forgé pour devenir Essilor-Luxottica aujourd'hui. Alors en effet, on peut dire qu'Essilor-Luxottica, c'est un vrai fleuron, c'est un champion et c'est ça que nous apprécions dans notre gestion. Alors pour le dire simplement, c'est le numéro 1 dans le monde de la santé visuelle. C'est un groupe qui est unique par son positionnement, à la croisée entre la santé, le luxe et la consommation, et qui effectivement a une culture d'entreprise singulière qui s'est bâtie au fil des siècles et des mariages. Alors effectivement, cette histoire, elle commence en 1849 à Paris, avec la création d'une coopérative d'artisans. Ça s'appelait à l'époque l'Association fraternelle des ouvriers lunetiers, qui devient la Société des lunetiers, et on comprend qu'avec ce savoir-faire verrier et la révolution industrielle, l'entreprise va ouvrir des usines et exploser. Et donc, elle devient Essel, puis Essilor. Et en 1975, elle entre en bourse à Paris pour accélérer son développement international. Et puis Luxottica, de son côté, c'est aussi une histoire très singulière depuis sa fondation en 1961 par un jeune Milanais, Leonardo Del Vecchio, qui était orphelin, qui commence sa carrière modestement comme apprenti et crée sa société à partir de rien avant d'en faire le succès qu'on connaît. Et puis en 2018, c'est l'aboutissement finalement de ces deux projets pour faire un groupe intégré, bientôt rejoint par Grand Vision, néerlandais, qui vient couronner ce projet d'unification des grands champions. Grand Vision, qui est donc l'activité de distribution. Alors, c'est des franchises et des enseignes qu'on connaît d'ailleurs même en France, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Mariano. Voilà, oui. C'est ça. Donc là, c'est la distribution, la partie distribution du groupe Essilor-Luxottica. Qu'est-ce qui est ressorti de la fusion, du rapprochement entre Essilor et Luxottica en 2018, notamment je ne sais plus si c'est le genre de dossier pour lequel on avait évoqué l'idée d'une fusion entre égaux, mais toujours la question de savoir qui l'a emporté dans ce genre de bataille quelques années après. Alors, on a parlé d'une fusion entre égaux. Voilà, il me semblait bien. Généralement, c'est un red flag. C'est quand on dit fusion entre égaux, comprenez qu'il n'y aura rien d'une fusion entre égaux à l'arrivée. Il y a eu des secousses entre les grands patrons de l'époque. Il s'agissait du Bersanière et Leonardo Del Vecchio à ce moment-là. Alors, le pavillon est resté français par le siège et par la place de cotation sur le Renex Paris. Néanmoins, la gouvernance a été largement emportée par l'Italie, avec Francesco Mieri, qui est devenu PDG du groupe. Bon. Qu'est-ce qui explique le succès d'Essilor, puis d'Essilor-Luxottica, avec désormais Grand Vision également dans le périmètre? Quelle est la recette du succès? Qu'est-ce qu'on peut dire des avantages compétitifs qui ont été bâtis par rapport à la concurrence qui peut exister également? Alors, les recettes du champion, elles sont nombreuses. Je dirais que le premier atout vraiment qu'Essilor-Luxottica a dans sa main, c'est la qualité des produits et des marques. C'est un groupe qui a un ADN d'innovation. On le voit parce qu'ils détiennent 13 000 brevets. Chaque année, ils sortent 3 500 nouveaux modèles de lunettes. Ils ont aussi un portefeuille qu'on peut qualifier d'inégalé puisqu'ils ont 150 marques d'équipements visuels et aussi de montures prestigieuses qu'ils vont opérer sous licence ou bien détenir en propre. Et pour le grand public, bien sûr, c'est Varilux ou Transition qui ont vraiment défini des standards. Donc ça, c'est les verts, hein, c'est ça? Les technologies des verts, absolument. Et puis du côté des montures, la famille Luxottica rassemble des marques vraiment iconiques. On connaît Ray-Ban, Persol, Armani, Burberry ou Chanel.
Donc vraiment une tout ce qui compte dans le monde de la lunette, pour dire les choses. Absolument, tout à fait. Et puis un autre élément qui est intéressant, c'est ce thème de la diversification. Ils ont 18 000 magasins dans 150 pays. C'est dire s'il s'agit bien du seul acteur au monde à bénéficier de cette présence dans toutes les géographies, sur tous les segments d'activité, tous les canaux de distribution. Et nous, chez Clarton Associés, on apprécie aussi cet équilibre entre les ventes professionnelles et puis les ventes en B2C qui partagent les revenus. Comment ça se mesure, tout ça? Vous dites, alors, leader, j'aime bien le terme de santé visuelle. Leader numéro 1 mondial de la santé visuelle, comment ça se quantifie? Alors, par la part de marché, c'est un groupe qui commande 21% de l'industrie mondiale. Et c'est vrai que cette fusion, elle est venue apporter ça, c'est-à-dire cette capacité à apporter de la convergence entre un besoin de correction visuelle et le caractère désirable d'une monture adossée à un retail très performant. J'ajouterais que comme Essilor maîtrise sa recherche, ses technologies, sa conception, sa fabrication, sa distribution, à la fois des verres aux montures en passant par le solaire, ça lui confère un atout de leader mondial vraiment indiscutable. Essilor, dans l'imaginaire collectif du marché, c'est une valeur défensive. Moi, c'est toujours comme ça qu'on m'a présenté Essilor et que j'ai compris Essilor. Est-ce que c'est toujours vrai? Dans quelle mesure est-ce que c'est encore vrai? Notamment après le build-up, la construction du groupe Essilor-Luxottica. Est-ce que le profil est toujours aussi défensif qu'il pouvait l'être auparavant? Et est-ce que c'est ce que vous recherchez dans ce cas précis chez Clarton, Marie-Lou? Alors c'est exactement ça. C'est une industrie qui est défensive, qui présente des caractéristiques de récurrence, qui peuvent s'avérer très précieuses, surtout dans des périodes de crise. C'est une industrie qui a de l'intérêt déjà par l'immensité du marché mondial dont on parle. C'est à peu près 120 milliards d'euros au niveau mondial. Et puis on apprécie la visibilité, la croissance régulière que cette industrie peut proposer, puisqu'on a le vieillissement de la population, on a aussi le diagnostic croissant des défauts, la sensibilisation des populations et cette génération écran qui va nécessiter de plus en plus des corrections dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire? On sait combien de la génération précédente ou de la génération actuelle devra ou devrait porter des lunettes demain par rapport à des générations moins attachées aux écrans, par exemple? Alors, on peut qualifier la myopie quasiment de pandémie, puisqu'on estime qu'à l'horizon 2050, 50% de la population mondiale sera touchée par la myopie. On voit des évolutions similaires avec la presbytie. Donc vraiment, c'est une industrie qui a beaucoup de visibilité. Je dirais qu'elle est également absolument intéressante pour ses caractéristiques de premiumisation, dans le sens où autrefois la lunette c'était un dispositif médical qui apportait une solution à un défaut. Aujourd'hui, la lunette c'est un accessoire de mode, de style, d'expression de sa personnalité. Et donc on va investir davantage dans sa paire de lunettes, en posséder également davantage et les changer fréquemment. Justement, je reviens à la question, est-ce que ça les rend pas un peu plus sensibles au cycle de consommation? Par exemple, on est dans un moment où les économistes nous disent que ça cale un peu le consommateur américain en Europe, en Chine, bien sûr. Est-ce que c'est cette histoire de premiumisation, est-ce qu'on n'est pas même presque dans la consommation discrétionnaire dans certains cas? Et comment le groupe communique d'ailleurs peut-être sur la question de la consommation aujourd'hui dans la conjoncture actuelle? Alors, c'est un point qui est juste dans le sens où son exposition retail l'a exposé, notamment lors de la crise du coronavirus. Bien sûr. On avait eu en 2020 une baisse des ventes de quasiment 15%. D'accord. Donc, c'est dire si le groupe n'est pas totalement immunisé avant de connaître une bonne reprise en V grâce aux ventes d'optiques. Actuellement, dans le contexte de ralentissement de la consommation que beaucoup d'acteurs rencontrent, Essilor-Luxottica s'en sort très bien au regard des résultats qui ont été publiés fin juillet. On a une croissance des ventes qui reste supérieure à 5% pour le premier semestre. Un ralentissement certes aux États-Unis, mais qui est compensé par l'Europe qui bénéficie de l'intégration de Grand Vision. Et puis, l'entreprise a également communiqué sur une marge opérationnelle qui s'améliore à quasiment 19%, ce qui avait été promis l'année dernière. Ouais. Dans les grands moteurs, vous l'avez dit aussi d'un mot, avec les 13 000 brevets, c'est ça, déposés par Essilor-Luxottica.
C'est une boîte d'innovation, il y a beaucoup de tech, ceux qui portent des lunettes le savent aujourd'hui, Marie. Non mais c'est vrai, et c'est pas prêt de s'arrêter, ça fait partie de l'ADN d'EssilorLuxottica aujourd'hui, cette dimension technologique. L'innovation est très importante dans ce métier, c'est vrai qu'ils dépensent 600 millions d'euros par an en recherche et développement, ils ont une 40aine de sites de recherche dans le monde, donc c'est un groupe qui vraiment investit pour son avenir. En termes d'innovation, on peut compter sur eux pour développer le e-commerce, qui ne représente encore que 7% des ventes. Il y a également des projets et un partenariat prometteur avec Meta autour du thème des lunettes connectées. Et puis, la nouvelle technologie, c'est celle de nuance audio, qui est très attendue sur le marché. Il s'agit en effet des premières lunettes de vue au monde équipées d'une aide auditive invisible, embarquée, et qui va pouvoir aider les personnes souffrant d'une perte d'audition. Il n'y a pas d'intrusion dans l'oreille. Absolument. C'est embarqué. Pas d'appareil intrusif. Incroyable. Donc c'est très attendu. On parle d'un marché immense. Toutes les personnes atteintes d'un défaut d'audition léger à modéré. Et ça souligne également cette capacité de transformation de son industrie d'EssilorLuxottica, qui vient révolutionner toute une catégorie de produits. Bon, comment vous gérez cette position chez Clartan? Je crois comprendre que c'est un dossier que vous connaissez bien depuis longtemps, Marie-Lou, peut-être depuis une dizaine d'années que vous suivez, que vous connaissez par cœur. Au moment où on se parle, quelle est la position de Clartan par rapport à EssilorLuxottica? Effectivement, c'est un dossier qui a toujours beaucoup compté dans notre gestion. Essilor, puis Luxottica, puis les deux. À un certain nombre d'épisodes en fonction, je dirais, du contexte et puis des niveaux de valorisation. C'est une position qu'on a réintroduite dans le fonds Clartan Valeurs en début d'année. Une position moyenne qu'on a renforcée au fil des mois. On est tout à fait confiant dans la capacité de l'entreprise à délivrer sur sa feuille de route pour les prochaines années. C'est une société à mission. Sa mission, c'est d'éradiquer la mauvaise vision dans le monde. Et on a toute confiance dans le fait que cette mission est loin d'être achevée. Ah oui, c'est ça. Donc définitivement, c'est un la bataille continue. Voilà, pour Clartan Valeurs. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci d'être revenue pour nous sur ce dossier EssilorLuxottica. Désormais, un groupe qui s'est quand même beaucoup transformé depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant. Marie-Lou Goueffon, gérante chez Clartan Associés, qui était avec nous pour ce rendez-vous mensuel dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse.